Donc bonjour à toutes et à tous. Au nom de l'équipe Periscope, je vous remercie pour votre présence et pour votre inscription au programme Reboot et de participer du coup ce matin avec moi à ce webinaire qui va aborder 10 conseils pour développer la performance de votre site. Donc des conseils qui sont plutôt orientés business, c'est-à-dire que l'enjeu est de développer la performance de vos dispositifs digitaux. Donc je m'appelle Guillaume Valenti et je suis consultant en marketing digital à l'agence Periscope. Avant d'aborder ces conseils, un élément clé, c'est que tout indicateur data doit induire de l'action, sinon ça ne sert à rien de le mesurer. Et sans action, pas d'évolution business. Donc l'enjeu, c'est vraiment que je vous donne quelques clés qui induisent de l'action pour vous permettre de développer votre business. Alors, je vais commencer par deux sujets assez simples, mais qui sont des questions récurrentes qu'on a à l'agence. Le premier conseil va parler du taux de rebond. Donc, le comprendre et l'exploiter. Parce que, effectivement, la première question qu'on nous pose à l'agence souvent, c'est mon site a un taux de rebond de XX%. Est-ce que c'est bien? Est-ce que cet indicateur-là peut me permettre de développer mon business si je l'augmente ou si je le baisse? Alors, pour rappeler la définition d'un taux de rebond, un taux de rebond, c'est le pourcentage d'internautes à une page sur votre site internet. Donc, plus il est élevé, moins les gens naviguent entre les différentes pages de votre site. Donc, il est calculé sur les pages d'entrée, parce que c'est vraiment la première page qui déclenche le rebond ou non de l'internaute. Et un taux de rebond, il est spécifique à chaque page, voire à un device, mais aujourd'hui, tous les sites sont pour la plupart responsives. Donc, j'ai beaucoup moins de variations dans un taux de rebond entre le desktop, le mobile et la tablette qu'auparavant. Et donc, une page, au-delà de son contenu, pour analyser son taux de rebond, il faut s'intéresser au rôle de la page, parce que j'ai des pages qui ont pour vocation, du coup, de rediriger vers d'autres sous-pages, alors que j'ai des pages qui répondent à des questions. Et une fois qu'on a la réponse, on a tendance à partir tout de suite. Critère important pour le taux de rebond, c'est la qualité de l'audience. On va voir dans les exemples que je vais vous montrer que, en fonction des différents canaux et de la typologie d'audience redirigée vers une page, mon taux de rebond peut être plus ou moins élevé. Donc, premier point sur le rôle de la page. Il est intéressant du coup de comparer des taux de rebond en fonction des différentes typologies de pages et de leur rôle. Alors, je vois que j'ai un petit décalage sur le PowerPoint, donc je m'en excuse. Donc, la page d'accueil, en moyenne, a un taux de rebond situé entre 10 et 25%. Au-delà, il faut s'inquiéter. Une page catégorie sous catégorie qui a pour vocation de valoriser des contenus a une moyenne entre 15 et 30%. Une fiche produit a un taux de rebond moyen entre 35 et 55%. Une page d'article contenu a un taux de rebond moyen entre 50 et 70%. Une page de réponse FAQ a un taux de moyen entre 60 et 80%. Et une landing page a un taux de rebond souvent très élevé. En fonction du coup des différentes typologies de pages de mon site et de leur composition, on peut bien voir que ma moyenne va être plus ou moins importante. Si mon site est constitué que de pages questions-réponses, j'aurai un taux de rebond moyen plutôt élevé. À l'inverse, voilà, si j'ai beaucoup de fiches produits ou beaucoup de pages d'articles, mon taux de rebond aura tendance à diminuer. Donc, gardez en tête voilà, que c'est vraiment le rôle de la page qui va impacter le taux de rebond. Et du coup, vous pouvez garder en tête voilà, les moyennes que je viens de vous indiquer. Un exemple, je vous montre l'exemple d'une page d'accueil, ici, qui est la même sur deux marchés différents, donc un marché français, un marché US, et on voit que j'ai une différence quasiment de taux de rebond qui est de 2. Donc, ma moyenne, elle est de 11% en France, elle est de 23% aux US, et pourtant, c'est la même page. Donc, et qu'est-ce qui conditionne ce taux de rebond-là sur cet exemple? Eh ben, c'est vraiment la quantité de trafic et ses origines. Parce qu'on voit que mon taux de rebond varie en fonction des différentes sources de trafic sur mon support. Donc, je vous le disais tout à l'heure, il faut bien filtrer par page d'entrée pour pouvoir calculer la moyenne qui se fait effectivement par rapport à ce volume-là et non pas par rapport au nombre de pages vues. Qu'est-ce qui me saute aux yeux quand je vous montre cet exemple? C'est comment je peux optimiser mon taux de rebond de ma page d'accueil. Alors, j'ai
quelques éléments où mon taux de rebond est assez élevé. Donc, sur mon site français, c'est mon taux de rebond qui provient de e-news, email, qui fait augmenter ma moyenne. Donc, j'irai chercher du côté de mon email et optimiser un peu les redirections vers ma page d'accueil pour voir si c'est des vrais clics ou des clics qui ne sont pas forcément désirés. Même s'il faut savoir qu'en moyenne, un email est ouvert à plus de 50% sur mobile et de ce fait-là, mon taux de rebond est légèrement plus élevé. Qu'est-ce qui m'intéresse sur mon site US ici? Je vois que j'ai une proportion de trafic SEO qui est beaucoup plus faible que sur mon site français, alors que le SEO était le levier qui avait le rebond le plus faible au site français. Donc, plus j'aurai tendance à augmenter ma part de trafic SEO, plus mon taux de rebond va diminuer. Et je vois également que j'ai deux sources de trafic ici qui sont très fortes en rebond. Une première, voilà, un référal qui a un taux de rebond de 90%. Un second, un référal qui a un taux de rebond de 60%. Donc, qu'est-ce que je ferai ici pour optimiser mon taux de rebond de ma page d'accueil aux US? J'irai éventuellement contacter le site qui me fait un lien vers ma page d'accueil pour voir effectivement si ma page d'accueil est la bonne page à communiquer, parce que j'ai l'impression que les gens arrivent et ne sont pas séduits. Donc, peut-être que j'orienterai plus vers une autre page de contenu en adéquation avec du coup le lien pour rediriger ce lien vers une autre page qui générera moins de rebonds et potentiellement plus de business. Donc, on voit ici que j'ai optimisé mon taux de rebond sur ma page d'accueil, non pas en optimisant ma page parce qu'elle est dans la moyenne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était entre 10 et 25%, la page d'accueil, mais en optimisant voilà, les différentes sources de trafic et mon clic avant rebond. Donc voilà, première petite partie sur le taux de rebond. Autre conseil que je peux vous donner, qui est un conseil toujours très basique, qui est pour optimiser ma performance business de mon dispositif digital, il y a un point clé qui est la vitesse de chargement. Alors là, je vais vous orienter vers un outil de Google qui est l'outil Test My Site, disponible sur cette URL-là, qui me donne effectivement mes moyennes de temps de chargement d'une page. Qu'est-ce que dit Google? Il dit qu'en moyenne, si j'optimise un temps de chargement de 0,1 seconde, je peux potentiellement impacter 8% de mon taux de conversion. Donc c'est assez énorme et il y a même un petit simulateur sur le site qui vous permet du coup de faire le test. Ici, dans l'exemple, si mon site génère 1000 visiteurs par mois, à un taux de conversion de 5% pour un panier moyen de 100 €, et si je fais passer mon site de 2,3 secondes de temps de chargement à 1,1 seconde, je peux gagner 4000 $ sur le mois. Donc vous imaginez, voilà, est-ce que demain on est prêt ou pas à investir pour optimiser mon temps de chargement, pour augmenter mon taux de conversion? Eh ben, je vous dirais instinctivement oui. Et les sommes peuvent être très importantes en termes de gains business pour vous. Donc, j'ai cet outil Test My Site qui permet de calculer la moyenne de mon taux, de mon temps passé sur une page, mais également sur Google Analytics où je peux identifier quelles sont les pages où mon temps de chargement est supérieur à la moyenne. Et donc là, dans l'exemple, on voit que là, j'ai une page où mon taux de chargement est supérieur de 111% à ma moyenne du site. J'en ai également deux autres là. Et donc, une fois que je connais ces pages, qu'est-ce que je fais instinctivement? Moi, je me connecte à un outil qui s'appelle GTmetrix, qui me permet de voir quelle est la performance de ma page et qu'est-ce qui bloque son temps de chargement. Et on voit ici que j'ai des optimisations qui peuvent me permettre de faire gagner quasiment 2 secondes sur mon temps de chargement. Et donc, sur cet outil, en déployant, je peux voir si c'est des optimisations de l'ordre technique ou de l'ordre de mon contenu. Par exemple, des fois, j'ai une image sur une page qui a un poids monstre et qui augmente mon temps de chargement. Et en optimisant une image, je peux souvent gagner beaucoup en performance. Donc, le temps de chargement, voilà, est un élément clé pour votre business. Alors, voilà, un point clé également, c'est qu'il ne faut pas confondre performance de votre site et performance digitale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, votre site internet n'est qu'un support parmi des dizaines possibles. Souvent, en complément du site, on a une page Facebook, une page Instagram, on est présent sur des annuaires, on est présent sur Google Maps, on est présent sur des marketplaces. On peut également être visible uniquement sur Google Maps pour son entreprise, on peut être visible uniquement sur des marketplaces pour distribuer des produits. Donc, l'analyse seule du site internet ne permet souvent pas de comprendre pourquoi mon site fonctionne ou pas. Il faut analyser la globalité des supports. Alors, c'est souvent ce qu'on appelle aussi, ça se rapproche des notions de e-réputation. Alors, je vais vous donner un petit
un petit tips que j'aime utiliser dès que je rentre effectivement un client à l'agence. Quand je rentre un client à l'agence, qu'est-ce que je fais instinctivement? Je vais me créer des alertes via le système Google Alert pour déclencher des notifications et des emails qui me sont adressés dans ma boîte au rythme que je désire, pour être au courant un petit peu de tout ce qui se passe autour du site. Dès lors qu'on cite mon site, soit dans un média, dans une page indexée sur Google en tout cas, je vais avoir des alertes qui me seront envoyées de manière. Alors moi, j'ai choisi souvent le critère hebdomadaire. Et après, donc, on peut choisir la source, soit des actualités, soit des blogs, soit des sites de presse. Et ces alertes me permettent d'avoir des indications sur quel élément externe à mon site a pu potentiellement influer sur ma transformation. Donc j'aime bien me les envoyer et les garder en historique si demain je dois analyser des données. Autre conseil, quel que soit votre site, il faut toujours définir des objectifs business. Donc, par objectif business, j'entends même la moindre zone de contact doit pouvoir être quantifiée d'un point de vue business. Par exemple, j'ai un site qui n'est pas du tout e-commerce, qui va générer uniquement des contacts. Eh bien, je peux et je dois attribuer une valeur à un objectif. En partant du principe ici que j'ai un site qui vend un produit-service d'une valeur de 1 000 €, mais que j'ai que des zones de contact sur mon site, eh ben, je dois attribuer une valeur à ces contacts-là. Si je sais par exemple qu'en moyenne, une demande de devis transforme à 70%, eh ben, je vais attribuer une valeur à mon lead demande de devis de 700 €. Si j'ai un simulateur sur mon site, au-delà de la demande de devis, qui transforme à 25%, eh ben, je lui attribue une valeur de 250 €. Et ainsi, je pourrais attribuer une valeur business à chaque objectif et la faire varier si ces taux augmentent ou diminuent au fil du temps. Cette question ne se pose pas pour un site marchand, effectivement, qui par défaut a déjà un objectif de e-commerce de paramétrer. Comment est-ce que je paramètre ces valeurs à mes objectifs? Ça se paramètre de manière très simple. Pour chaque objectif sur Google Analytics, je peux lui attribuer une valeur optionnelle, soit j'active ou pas. Mais si je l'active, je peux lui attribuer un montant. Et de ce fait, mesurer mes performances de mon site d'un point de vue business en fonction de mes zones de contact, comme si j'avais à ma disposition un site e-commerce. Et aujourd'hui, du coup, pour moi, tout objectif doit être mesuré et doit avoir une valeur pour pouvoir arbitrer demain sur des optimisations ou de lancement de nouvelles campagnes marketing. Alors attention, quand je parle de valeur sur Analytics, on parle souvent en chiffre d'affaires et pas en marge brute. Donc, pour un site e-commerce, voilà, on affiche son chiffre d'affaires. Et ici, ce que je vous propose de faire, c'est également d'activer son chiffre d'affaires. Mais si vous préférez fonctionner en marge brute, vous pouvez également le faire sans souci. Alors, pourquoi est-ce que là, je vous ai fait effectivement attribuer une valeur à un objectif pour pouvoir du coup exploiter ces objectifs dans une dynamique business qu'on aime bien, en tout cas, proposer à nos clients et analyser. Alors, j'ai quatre variables clés dans l'analyse qui se décomposent comme suit. Mon chiffre d'affaires est égal à mon nombre d'utilisateurs multiplié par mon occurrence, multiplié par mon taux de transfo, multiplié par mon panier moyen. Et quand je multiplie ces quatre variables entre elles, eh bien, ces quatre variables ont un impact sur mon chiffre. Alors, il faut savoir que en fait, c'est que des mathématiques. Hein. Mon chiffre d'affaires, c'est égal à mon nombre de commandes fois mon panier moyen. Mon nombre de commandes, c'est égal à mon nombre de sessions fois mon temps de transformation. Et une session, c'est des utilisateurs fois l'occurrence. Et de ce fait, voilà, je retrouve ma dynamique business. Tout à l'heure, on parlait d'objectifs et de valeur business. Vous pouvez tout à fait attribuer voilà, le panier moyen qui correspond à nos objectifs multipliés par leur valeur. Donc, qu'est-ce que me donne cette dynamique business? Elles me disent beaucoup sur les performances de mon site et sur les efforts à fournir et à quel endroit. Là, j'ai l'exemple de 3 sites qui génèrent tous les 3 100 000 € de chiffre d'affaires. Et comme on le voit, ils ont des dynamiques business qui sont complètement différentes. Mon premier a une audience plutôt faible, mais un excellent taux de transformation, avec un panier moyen voilà, qui est en dessous du second. Mais cette multiplication-là amène à 100 000 € de chiffre d'affaires. Mon second a une audience moyenne, un taux de transformation moyen et un panier moyen élevé. Et mon dernier, du coup, voilà, a une audience très forte, un panier moyen
assez faible et un taux de transformation faible. Et du coup, comment est-ce que j'augmente mon chiffre d'affaires sur mon site internet en travaillant idéalement ces 4 variables de manière indépendante. Parce que effectivement, si je pourrais ne choisir que de travailler mon nombre d'utilisateurs, mais au final, si je multiplie mes efforts sur ces 4 variables-là, je sais que j'impacterai mon chiffre d'affaires et que c'est mieux que de travailler que mon trafic, ou que mon panier moyen, ou que ma transformation. Donc, ce que je vais vous proposer dans la suite de ce document, c'est de voir un peu comment développer mon nombre d'utilisateurs, comment développer mon occurrence, comment développer ma transformation, comment développer mon panier moyen, même si sur chaque critère, je pourrais passer des heures de formation. Je vais essayer de prendre un seul exemple par variable pour vous montrer comment la développer. Donc, la première variable, c'est développer l'audience de mon site internet. Donc, comment développer l'audience? Voilà, j'ai une multitude de techniques. Donc, on voit que là, sur l'exemple, si je double mon audience, je double mon chiffre. Donc là, tout à l'heure, on voyait que j'étais à 10 000 utilisateurs. Là, je suis passé à 20 000. Il faut savoir que l'audience, c'est pas forcément la solution pour toutes les niches. Des fois, je peux arriver à saturation par rapport à mon marché. Donc, j'aurais du mal à développer mon nombre d'utilisateurs tout en conservant les mêmes taux sur mes autres variables. Donc, il y a une étude préalable qui sera utile par rapport à votre marché pour savoir où est-ce que je peux générer de l'audience tout aussi qualitative et que parfois certaines niches sont limitées. Je peux arriver à un palier assez rapidement. Comment développer mon audience? Alors voilà, j'ai de manière très macro, ce que je conseille à tous mes clients, c'est de ne pas dépendre que d'un seul canal marketing. Effectivement, dans l'idéal, il ne faut pas dépendre que du paid média pour son audience, ni des médias qu'on maîtrise, ni des médias qui sont plus de l'ordre du buzz, du partage, des mentions. Il faut diviser son audience sur un triptyque entre le paid, le owned et le earned media. Pour rappeler ce qui est le paid media, donc c'est tout ce qui est achat au clic, display, retargeting, des influenceurs, social media. Donc tout ça, ça va dans la partie paid media. Le owned media, c'est tous les médias qu'on maîtrise, donc notre site, tout ce qui est fait lié au SEO, voire à l'audience directe de la puissance de ma marque et à mes médias. Et le earned media, c'est tous les partages, les shares, les reviews, les reposts, etc. Donc, pour stabiliser mon business, il faut que je travaille ces 3 typologies d'audience de manière indépendante pour ne pas dépendre que d'un seul canal. Dans l'exemple que je vous montre ici, là j'ai un client qui ne dépend que du paid search et ça, c'est assez risqué. Effectivement, 100% de son business ici est lié aux investissements qu'il fait en paid. Donc ça peut être inquiétant. En tout cas, ce n'est pas viable sur du long terme et ça demande d'avoir un fonds de roulement assez important pour dépenser et acheter du trafic. Le jour où on n'a plus de budget pour acheter, du coup, on perd toute son audience et 100% du coup de son chiffre d'affaires. Un autre client qui dépend à 81% du SEO. On voit, j'ai 80% de l'audience qui dépend du search. Demain, une refonte de site, un critère Google qui fait que mon site est hacké, je suis face à du négative SEO, je peux perdre une grosse partie de mon chiffre d'affaires, voire 100%. Donc, si je développe mon audience, et je vais vous montrer un bon client qui travaille plusieurs canaux différents. Et effectivement, si j'en perds un demain, du coup, je prendrai moins de risques que dans les autres cas. Donc ici, j'ai une répartition à 30% du SEO, 25% du social, un peu de paid, un peu d'emailing, du direct, une marque assez forte, du référal. Et tout ça fait un équilibre et une stabilité de l'audience. Donc si demain je dois développer mon audience, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas dépendre que d'un seul canal marketing et en travailler plusieurs pour stabiliser mon business. Sur la partie occurrence, donc occurrence, c'est le nombre de sessions par utilisateur. Alors, l'occurrence, c'est certainement la variable la plus complexe à faire progresser. Souvent, quand je cherche à augmenter l'occurrence chez un client, sans refonte de marque, parce que effectivement, quels sont les dispositifs digitaux qui ont une très forte occurrence aujourd'hui? C'est les marques qui sont entrées dans le quotidien des cibles et où les gens reviennent très régulièrement sur le support. Donc, c'est soit les marques qui sont très puissantes, soit les marques communautaires où, effectivement, le modèle de site est basé sur la récurrence
et sur le fait qu'on revienne sur le support pour reconstruire l'information. Donc, je sais que c'est un levier qui sera plus complexe à travailler. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est de l'augmenter très légèrement. Donc, je vais essayer, voilà, comment augmenter mon occurrence d'environ 5-10%. Donc, il y a quelque chose qui est très simple à mettre en place, que vous faisiez certainement aujourd'hui sur vos supports, qui est, pour moi, la manière la plus simple, c'est de mettre en place une stratégie de remarketing sur l'audience qui n'a pas converti sur votre support, en reproduisant le comportement de celle qui a généré une commande. Donc là, l'exemple que je vous montre, c'est que là, j'ai segmenté mon audience entre les utilisateurs avec commande et les utilisateurs sans commande. Et on voit que ceux qui ne commandent pas ont une occurrence d'environ 1,70 et ceux qui commandent ont une occurrence de 4,88. Ça veut dire qu'ils sont revenus 5 fois sur mon support avant de passer commande. Et donc, ma campagne de remarketing, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va augmenter mon occurrence sur le support avec une stratégie de message qui va permettre demain de me rapprocher de ce KPI-là pour générer voilà, une transformation plus importante. Donc voilà, une stratégie de remarketing permet de développer mon occurrence et indirectement, du coup, mon chiffre d'affaires. Autre conseil pour développer le taux de conversion de mon site internet, qui était du coup le troisième ou le troisième KPI. Comment je développe mon taux de conversion de mon site? Alors là, on va rentrer dans des conseils qui sont très proches de l'UX. Voilà, donc qu'est-ce que je peux faire pour augmenter de 50% mon taux de conversion? Donc, on a vu tout à l'heure déjà que optimiser la vitesse de chargement de mon site permettait d'augmenter mon taux de conversion. Donc, ça peut être une des variables, mais il en existe de multiples techniques. Et alors, je vais vous dévoiler voilà, un petit secret. Alors, avant d'arriver sur le secret, voilà, qu'est-ce que je ferai demain pour optimiser mon taux de conversion? Déjà, je me focuserai sur les internautes mobiles qui représentent certainement pour votre support l'audience la plus importante en termes de volume. Donc là, on le voit chez 2 clients pris au hasard. L'audience mobile est souvent la plus forte sur leur support, elle dépasse les 50%. Et pourtant, c'est celle qui génère encore le moins de chiffre d'affaires parce que voilà, les taux de conversion sur mobile sont souvent plus faibles. Donc moi, je focuserai mes optimisations sur mobile, parce que c'est l'audience de demain, c'est celle qui sera la plus importante pour vous. Et voilà, j'essaierai d'optimiser mon support. Et comment j'optimiserai mon support? Donc, je vais vous dévoiler un petit secret, c'est que Google met à disposition ce qu'il appelle des playbooks qui donnent des recommandations UX, quelle que soit la typologie de votre site. Donc, on voit que là, j'ai des recommandations pour le e-commerce, des PDF de 108 pages qui sont vraiment excellents et très riches. Vous avez un site qui a pour vocation de générer du lead. Voilà, j'ai des recommandations de Google. Vous avez un site qui a pour vocation voilà, de faire du voyage. Et ben voilà, sur la finance, sur le real estate, sur les news and content, vous avez un blog, vous avez un site de contenu édito. J'ai d'excellentes recommandations UX ici. Et vous avez un site voilà, sur le secteur automobile, j'ai d'excellentes recommandations. Alors, qu'est-ce que contiennent ces playbooks? Donc, je vais faire un petit focus sur le playbook qui est le playbook e-commerce. Alors, je vais arrêter cette présentation-là et vous montrer à quoi elle ressemble. Hop. Et je présente maintenant une fenêtre qui est le Playbooks pour le retail. Donc voilà, c'est un document, comme on a vu tout à l'heure, de 108 pages qui donne tous les principes pour optimiser la conversion de son site internet parmi un cycle que lui a défini. Et donc, à chaque fois, voilà, il parle quelles sont mes optimisations pour ma home page ou pour mes landing pages, pour mon menu, pour mon moteur de recherche, pour mes catégories, mes produits, pour mes conversions, pour mes formulaires. Et il est très, très riche en recommandations et en exemples, avec des tests et avec des user cases voilà, qu'ils ont validés. Et il montre d'excellents exemples. Donc, il commence à être un petit peu vieux, je crois qu'il date de 2018, mais ils sont vraiment toujours d'actualité et pas appliqués par la moitié, effectivement, des sites Internet aujourd'hui. Donc, il est en anglais, par contre.
Mais qu'est-ce que j'ai fait moi de ces playbooks aujourd'hui pour les exploiter et optimiser les performances de mes clients? Alors, je vais repartir sur la présentation. Hop, donc, arrêter la présentation et je vais représenter hop, le PowerPoint. OK. Donc moi, j'ai relisté toutes les recommandations pour chaque grande catégorie de ces playbooks dans des fichiers qui me permettent de tester des sites à partir des critères. Voilà. Donc ça, c'est les playbooks qui me le donnent, hein. Quelle est la difficulté d'implémentation? Quel est l'impact? Quelle est ma métrique d'analyse si je mets en place une optimisation? Et moi, qu'est-ce que je fais concrètement? Ben, quand j'ai un site, je teste. Est-ce que oui, j'ai un CTA qui est situé au-dessus de la ligne de flottaison? Oui. Hop, dans ce cas-là, je mets oui. Et je regarde partout où j'ai des noms. Et du coup, j'ai mes optimisations UX pour améliorer mon taux de conversion qui deviennent limpides. Donc, c'est vraiment un outil que j'utilise au quotidien. Et si aujourd'hui, là, je dois vous faire un focus sur une des recommandations qui est un search, donc rendre plus visible et accessible le moteur de recherche interne au site. On pourrait dire que ça, c'est plutôt anodin en termes de recommandations, mais en vrai, quand je regarde mes taux de conversion sur des visites qui sont passées par le moteur de recherche et ceux qui ne sont pas passés par un moteur de recherche, eh ben, j'ai des écarts monstrueux sur mon taux de conversion. C'est-à-dire que plus mon moteur de recherche est utilisé, eh ben, plus j'ai un taux de conversion qui est fort. Donc là, je suis sur le cadre d'un site e-commerce, mais voilà, j'ai un écart de x2 sur mon taux de conversion sur des gens qui utilisent le moteur versus ceux qui ne l'utilisent pas. Et donc, le fait de mettre en avant mon moteur de recherche, vous verrez, ils vous montreront sur le playbook, du coup, l'exemple de Amazon, et effectivement, ou même j'ai du Sephora, j'ai d'autres exemples de clients qui ont mis en avant leur moteur de recherche sur leur site e-commerce, et indirectement, ça a augmenté le taux de conversion. Donc voilà, chaque ligne est vraiment super importante, et chaque petite ligne que vous optimiserez impactera votre taux de conversion au global. Et ces playbooks, voilà, sont disponibles sur de multiples secteurs, donc je vous inviterai à les utiliser. Et chaque conseil, voilà, a vraiment de la valeur ici. Dernier conseil par rapport à la dynamique de chiffre d'affaires qui est sur le panier moyen. Comment l'augmenter? Alors là, je vais vous donner 2 petites techniques qui marchent aujourd'hui ou qui ont marché. La première, c'est une technique très simple qui était: j'ai des frais de port gratuits qui sont aujourd'hui à 30 € sur mon site. Et ben, en les passant à 40 €, ça a augmenté mon panier moyen de quasiment plus 10 €. Parce qu'effectivement, on sait que les frais de port sont un critère dans le choix des articles de son panier. Donc certes, ça m'a dégradé un petit peu mon taux de conversion, parce que les gens qui voulaient passer une commande, voilà, aux alentours de 30 €, ben, finalement, ne l'ont peut-être pas passé. Mais au final, qu'est-ce que j'ai eu sur, voilà, du moment où j'ai augmenté mes frais de port, je les ai passés à 40 €, et bien, j'ai eu un impact sur mon panier moyen qui est passé de 30 à 40 €. Méthode très simple, même si voilà, aujourd'hui c'est peut-être un peu plus difficile à appliquer parce que la norme Amazon fait que les frais de port sont presque et doivent être presque gratuits pour tous les paniers. C'est quelque chose qui a marché et que si vous n'exploitez pas aujourd'hui, voilà, vous pouvez le tester. En tout cas, qui permettront d'augmenter indirectement votre panier moyen. Et autre petite chose qui fonctionne très bien, c'est quand on ajoute un produit au panier, tout ce qui est cross-selling post-ajout au panier vous permet voilà, de générer des paniers qui sont un peu plus importants, sous réserve que les produits que vous préconisez post-ajout au panier soient en vraie relation avec le produit acheté. Donc les notions de cross-selling sont indispensables ici, en tout cas pour développer votre panier moyen. Donc cross-selling et merchandising, voilà, c'est les deux choses qu'il faut optimiser au-delà de la refonte de votre produit ou de l'ajout d'un nouveau produit. C'est les deux choses voilà, qu'il faut optimiser pour augmenter votre panier moyen. J'arrive maintenant au dernier conseil qui est très rarement réfléchi au moment où on lance son site internet, qui est optimiser son workflow. C'est-à-dire qu'une fois que mon site est lancé, on peut se dire bah, c'est super, il va générer plein de commandes, mais qu'est-ce qui fait que votre business va pouvoir se développer? Eh bien, votre croissance, elle passera aussi beaucoup par l'optimisation de vos process internes.
Parce que voilà, le site internet, c'est souvent que le début de la digitalisation de votre structure, et que une fois que j'ai un lead, une fois que j'ai un contact, une fois que j'ai une commande, bah, qu'est-ce qui se passe? Et ben, il faut du coup traiter rapidement cette demande-là. Et plus vous traiterez rapidement cette demande, plus bah, votre flux sera optimisé et plus vous serez en capacité d'en absorber d'autres et du coup d'augmenter un peu l'audience, d'augmenter, de travailler d'autres critères. Donc ça impactera votre taux de conversion sur un objectif. Et c'est quelque chose qui est très rarement réfléchi au début d'un lancement d'un projet digital. Donc, on parle souvent de marketing automation. Bah, qu'est-ce que le marketing automation? C'est l'ensemble des tâches répétitives, fastidieuses, qui vous empêchent de vous concentrer sur la stratégie à long terme. Donc, plus ces tâches routinières seront automatisées et, rapides, meilleures seront du coup les performances business de votre support digital et de votre entreprise. Donc là, je voulais faire un petit focus voilà, sur un outil que j'apprécie particulièrement qui s'appelle Zapier, qui est très connu voilà, dans les pays anglophones, un peu moins en France. Au-delà des outils de mailing voilà, qui vous permettent d'automatiser des choses, Zapier permet d'automatiser des flux sur quasiment n'importe quelle action. Comment est-ce qu'on l'utilise nous aujourd'hui à l'agence et qui nous font gagner 1 heure par contact. Chaque fois qu'un contact lead est enregistré sur le site de l'agence, eh ben, le lead est automatiquement enregistré dans notre CRM interne en tant que prospect. Un email est alors adressé au directeur qui répond avec le nom d'un commercial, donc qui attribue à un commercial ce lead. Le CRM affecte alors le commercial au prospect. Et un email automatique est alors adressé au prospect avec le contact de l'agence personnalisé. Et un email automatique est alors adressé au commercial qui reçoit toutes les informations sur le prospect avec le petit mot du patron. Et concrètement, ce flux-là nous permet de gagner 1 heure par contact sur le site et a été automatisé grâce à Zapier. Donc voilà, on pense le site souvent, mais on ne pense pas souvent le workflow, alors que c'est le workflow qui nous fait gagner du temps. On va rentrer sur les notions de scalabilité, d'automatisation, qui derrière sont très importantes et souvent négligées voilà, par les responsables digitaux, les responsables de site. Et voilà, donc je suis arrivé au bout des 10 conseils. J'espère que ça n'a pas été trop dense. Des conseils très simples, certains que vous connaissez peut-être déjà, mais j'espère qu'en tout cas, ceux que vous ne connaissez pas vous auront apporté de la valeur et vous permettront demain d'optimiser voilà, votre dispositif digital. On aurait pu parler pendant des heures de chaque sujet. Donc l'idée, c'était de vous faire un petit focus. Et je vous remercie pour votre attention.